Votre gentillesse est-elle perçue comme une faiblesse? Êtes-vous mortellement fatigué d'être serviable, compréhensible et, en fin de compte, invisible? Vous donnez toute votre âme, mais en retour, vous n'obtenez qu'un mur d'indifférence polie, et à l'intérieur de vous grandit une colère silencieuse et courtoise que vous craignez de montrer même à vous-même? La psychologie populaire vous offre un truc bon marché. Enfilez le masque de la méchante fille. Mais c'est un mensonge. Le masque se fissurera toujours, révélant non pas la force, mais la peur. Pour comprendre la véritable nature du pouvoir et de l'attraction, nous devons regarder dans les coins les plus sombres et les plus interdits de l'âme, là où l'entrée est interdite aux gentilles filles. C'est là que Carl Jung a découvert notre ressource la plus puissante et la plus réprimée, l'archétype de l'ombre. Pendant la prochaine heure, nous n'allons pas simplement décortiquer 5 phrases. Nous allons accomplir un travail alchimique. Vous comprendrez pourquoi votre stratégie de gentille fille est vouée à l'échec. Vous apprendrez quelle tâche votre âme vous donne à travers cette douleur. Et surtout, vous verrez le chemin vers l'éveil de cette partie de vous qu'il est impossible d'ignorer. Celle qu'il n'est pas nécessaire de courir après, car elle est elle-même un centre de gravité. Si vous êtes prête à rencontrer votre véritable force, notre plongée dans l'ombre commence. Maintenant, parlons de ce silence, de cette pause après vos mots qui dure un peu plus longtemps qu'il ne le faudrait, de son regard qui glisse à travers vous, comme à travers du verre, s'arrêtant sur le mur derrière votre dos. Vous êtes assise en face et vous êtes impeccable. Vous êtes belle, intelligente. Vous avez préparé le dîner. Vous vous souvenez du nom de sa mère et de l'anniversaire de son chien. Vous êtes un tableau parfait, peint pour les yeux des autres. Mais le tableau ne respire pas. Il n'a ni voix, ni désir. Et vous sentez que votre véritable force vitale, votre spontanéité, votre saine et sauvage agressivité, votre droit au chaos, tout cela est soigneusement emballé dans une petite valise polie que vous craignez d'ouvrir même lorsque vous êtes seul. Dans cette valise se trouvent toutes vos pensées gênantes, tous vos désirs égoïstes, tous vos noms trop bruyants. Vous avez appris à sourire tout en la tenant, et cette valise devient plus lourde chaque jour. Vous la portez partout avec vous, et son poids se répercute par une douleur dans les épaules et de la fatigue dans les yeux. Vous êtes devenue la gardienne d'une façade idéale, mais derrière cette façade, il y a le vide, une terre brûlée où votre nature sauvage poussait autrefois. C'est le prix à payer pour être gentille. Et je veux que vous entendiez l'essentiel. Ce n'est pas votre faute. On vous l'a appris. C'est un contrat social tacite qui est remis à la petite fille avec son acte de naissance. Sourire quand ça fait mal, se taire quand on a envie de crier, aplanir les angles, être la gardienne du confort des autres, souvent au prix du sien. Vous jouez le rôle qui vous a été donné et, il faut le reconnaître, vous le jouez brillamment. Vous êtes devenue une maîtresse de la maîtrise de soi, une virtuose de la prévisibilité. Mais l'âme ne peut pas vivre éternellement selon un scénario étranger. Elle se rebelle. Elle étouffe dans cette pièce idéale, mais sans air. Et la douleur que vous ressentez n'est pas un signe de votre faiblesse. Ce n'est pas la fissure de votre âme brisée. C'est le fracas des portes de la prison qui ne peuvent plus contenir votre force. C'est votre nature authentique et sauvage qui frappe de l'intérieur, exigeant d'être enfin libérée. Votre douleur est la preuve que vous êtes toujours vivante et que votre force est immense. Et si je vous disais que votre désir de le casser ne le concerne pas? Ce n'est pas un désir de détruire l'homme. Et si c'était un cri désespéré, sacré de votre âme, désirant briser non pas sa volonté, mais vos propres chaînes? Briser la cage invisible de la gentille fille dans laquelle vous étouffez. Briser ce schéma toxique où votre amour se transforme en service et votre attention en obligation. Briser cette dynamique fausse et humiliante où vous êtes une fonction et non une personne. Et alors, les phrases de la méchante fille cessent d'être une arme de vengeance. Elles deviennent autre chose. Pas de la manipulation, mais des instruments chirurgicaux pour ouvrir les abcès. Pas des astuces, mais des clés de votre propre intégrité. De cette partie de vous qui ne demande pas la permission, mais revendique son droit. Qui n'attend pas d'être choisie, mais agit depuis le centre de sa volonté. Qui n'espère pas un miracle, mais connaît sa valeur. De cette femme en vous qui ne cherche pas son reflet dans ses yeux, car elle est elle-même la source de lumière. Et pour comprendre comment ces clés fonctionnent réellement,
Nous devons d'abord détruire les mythes sur la féminité et le pouvoir qui nous tiennent en captivité. Il est inutile de tenir un trousseau de crochets sans comprendre le mécanisme de la serrure qui est devenue notre prison. Par conséquent, avant de passer aux phrases, nous allons faire quelque chose de plus important. Nous devons disséquer l'idée même de la gentille fille, la mettre sous un microscope et voir pourquoi cette construction est si mortellement toxique. Toxique pour la femme, qui paie pour elle avec sa force vitale, sa spontanéité, sa voix, et non moins toxique pour l'homme à côté d'elle, qui, sans s'en rendre compte, se retrouve piégé dans une dynamique infantile et sans vie. Ce sera une analyse froide et lucide. Mais sans elle, aucune libération authentique n'est possible. Commençons ce travail chirurgical. Alors, quand une femme se sent impuissante, que lui conseille le cœur des voix extérieures? Internet chuchote. Les magazines glacés crient « Sois plus mystérieuse ». Rends-le jaloux. Ne réponds pas aux messages immédiatement. Montre que tu as d'autres options. On nous offre tout un arsenal d'astuces tactiques, de tours comportementaux qui sont censés renverser la donne comme par magie. Mais tous ces conseils ne sont rien de plus qu'une tentative de soigner une blessure profonde et infectée de l'âme avec un joli pansement. Ils travaillent sur le comportement, ignorant la source. Ils changent votre tactique sans changer votre essence. Ce sont des actions externes, une imitation de la force. Vous mettez le masque de la méchante fille sur le visage de la gentille. Vous jouez le rôle de la prédatrice, mais votre énergie intérieure continue de transmettre l'anxiété de la victime. C'est un théâtre à un seul acteur, où vous essayez désespérément de simuler la force, mais l'homme sent inconsciemment cette dissonance. Il ne voit pas une reine, mais une servante coiffée d'une couronne en carton. Et qu'est-ce que cela provoque en lui? Pas du respect, pas une véritable attirance pour votre personnalité. Cela ne provoque qu'un primitif instinct de chasseur. Le jeu du « attrape-moi si tu peux » peut être amusant, mais il se termine toujours. Dès que la proie est attrapée, dès qu'il voit que derrière le masque d'indifférence se cache toujours le même besoin désespéré de son approbation, l'excitation retombe. Et vous restez là où vous étiez, seulement plus épuisé et déçu. C'est un jeu qui ne lui inspire pas de l'admiration, mais seulement un intérêt temporaire. C'est une voie sans issue, construite sur l'auto-illusion. Vous luttez contre les symptômes, alors que la maladie continue de vous détruire de l'intérieur. Toutes ces méthodes superficielles sont vouées à l'échec, car elles combattent la fumée, ignorant la source du feu. Elles essaient de changer la mélodie, sans comprendre que l'instrument lui-même est désaccordé. Pour voir la véritable image, nous avons besoin d'une autre métaphore. Imaginez que votre âme est un immense réservoir d'eau sans fond, un océan, et votre personnalité de gentille fille est un barrage en béton massif que vous avez construit tout au long de votre vie. Ce barrage a une seule fonction: contrôler le flux. Il permet à l'eau de s'écouler à l'extérieur uniquement par un mince filet, prévisible et socialement acceptable. C'est le filet de la politesse, de l'attention, de la compréhension, du compromis. Il est sûr, il n'effraie ni n'inonde personne. Mais derrière ce barrage, il n'y a pas un ruisseau. Derrière elle, il y a l'océan de votre vraie nature. Les tempêtes de votre rage réprimée y font rage. Les monstres des profondeurs de votre passion primitive y vivent. S'y cachent les courants de vos ambitions inflexibles. Votre droit de dire non, votre désir d'être la première, votre sauvagerie sacrée. Ce n'est pas de l'obscurité. C'est votre force vitale intacte et concentrée que vous avez jugée dangereuse et que vous avez enfermée. Et lorsque la pression de cet océan devient insupportable, le barrage commence à se fissurer. Votre désir de le casser, votre soudaine bouffée d'irritation, votre sentiment d'impuissance, ce n'est rien d'autre que le son de cette fissure. C'est un tremblement géologique à la base de votre personnalité, où l'océan réprimé cherche une issue vers la liberté. C'est un symptôme. Et la cause, c'est l'existence même de ce barrage, le fait même que vous vous soyez coupé de 99% de votre force. Essayez de manipuler avec des phrases, d'être mystérieuse, c'est comme colmater frénétiquement ces fissures avec des réparations cosmétiques, tandis qu'une faille se développe à la base du barrage. Notre tâche n'est pas de réparer le barrage. Notre tâche est d'apprendre à ouvrir consciemment et en toute sécurité les vannes, et à gérer toute la puissance de votre océan intérieur, en dirigeant son énergie non pas vers la destruction,
mais vers la création de votre propre vie authentique. Cela peut sembler abstrait, comme une belle théorie, mais je veux vous prouver que cet océan existe en vous en ce moment même, à cette seconde, et nous pouvons entendre son grondement ensemble. Et maintenant, je veux vous demander de faire quelque chose d'important, quelque chose de simple, mais peut-être le plus significatif que vous ferez aujourd'hui. S'il vous plaît, mettez cette vidéo en pause et souvenez-vous. Souvenez-vous de la dernière fois où vous avez ressenti une piqûre de colère ou d'irritation. Mais à la place, vous avez souri et dit « Tout va bien » ou « Ne t'inquiète pas » ou simplement « Vous vous êtes tu ». Ne vous contentez pas de vous en souvenir. Revenez à ce moment. Sentez-le dans votre corps, la tension dans la mâchoire, la boule dans la gorge, la lourdeur dans la poitrine. Et maintenant, demandez-vous, très honnêtement, avec la franchise dont vous n'êtes capable que seul avec vous-même, qu'auriez-vous voulu dire réellement? Quel nom avez-vous avalé? Quel désir, quel besoin, quelle limite avez-vous trahi à ce moment-là pour préserver l'illusion de la paix? Quelle petite partie de vous-même avez-vous tué par votre politesse? Cette impulsion enterrée, ce cri silencieux au fond de votre être, c'est la pure mine, non raffinée, de votre véritable force. C'est la voix de votre âme que vous avez forcée à se taire. C'est l'énergie de votre océan intérieur, cherchant une fissure dans le barrage. Ne sautez pas ce moment. Faites-le maintenant. Vraiment. Rencontrez cette voix enterrée. C'est le premier et le plus important pas. Nous allons attendre. Ce que vous venez de ressentir, cette impulsion enterrée, ce cri silencieux, a un nom. Vous n'êtes pas la première à découvrir ce continent secret et bouillonnant en vous. Le grand cartographe de l'âme, le psychiatre suisse Carl Gustav Jung, l'a déjà cartographié il y a plus de 100 ans. Et il lui a donné un nom, l'ombre. Et la première chose que nous devons comprendre, l'ombre n'est pas le mal. L'ombre n'est pas la décharge de nos vices. C'est le trésor de notre potentiel non réalisé. Ce sont toutes les parties de nous que nous avons jugées inacceptables, gênantes, non féminines, et que nous avons cachées au monde, et surtout à nous-mêmes, dans la cave la plus sombre de notre psychisme. Pour la gentille fille, l'ombre devient sa saine agressivité, sa sexualité souveraine, son égoïsme sacré, son droit à la colère, sa soif de pouvoir. Elle ampute ses qualités vitales, les considérant comme mauvaises, dangereuses, repoussantes. Mais en les coupant, elle coupe aussi sa force vitale. Elle devient un portrait bidimensionnel d'elle-même, pâle, prévisible, compréhensible et absolument sûr. Et la sécurité, c'est l'opposé de l'attraction. La sécurité n'excite pas. La sécurité ne pousse pas l'homme à grandir. La sécurité endort. L'attirance véritable et profonde naît à la frontière du prévisible et du sauvage. Et c'est précisément dans cette ombre, dans ce trésor de qualité rejetée, dans cette forêt sauvage de l'âme, que naissent ces mêmes phrases qui rendent les hommes fous. Elles ne sont pas inventées. Elles ne sont pas apprises par cœur. Elles sont libérées lorsque la femme trouve enfin le courage d'entrer dans sa propre forêt sombre et de faire connaissance avec sa véritable force. Alors qu'est-ce que cela signifie concrètement? Rencontrer son ombre. Imaginez un instant que votre âme est un royaume entier. L'intégration de l'ombre ne signifie pas devenir mauvaise. Cela signifie devenir entière. Dans ce royaume, la gentille fille est une reine qui ne règne que sur sa place centrale, bien éclairée. Son monde, ce sont les chemins pavés de la politesse, les pelouses soignées des normes sociales et les fontaines prévisibles de l'approbation. Elle règne sagement, mais son règne est basé sur la peur. Elle a peur d'entrer dans la forêt sombre et sauvage qui commence juste au-delà des limites de son monde bien entretenu. On lui a dit depuis l'enfance que des monstres vivent dans cette forêt, que c'est dangereux, sale et barbare. Et elle l'a cru. Elle s'en est isolée par un mur de déni. Mais c'est précisément dans cette forêt, dans son ombre, que sont enfermés tous les trésors de son royaume. Ses bêtes les plus fortes y vivent, les loups de ses instincts, qui peuvent protéger ses limites mieux que n'importe quelle armée, les dragons de ses ambitions, capables de la mener aux objectifs les plus élevés, les ours de sa rage maternelle, prêts à déchirer quiconque menace ses enfants ou sa cause, les herbes les plus curatives de ses talents cachés qu'elle a jugés inutiles, y poussent. Les sources les plus pures de sa force vitale primitive, de sa sexualité, de son énergie créatrice, qu'elle a jugées indécentes, y jaillissent.
Intégrer l'ombre, c'est pour cette reine prendre un courage impensable, ouvrir le portillon dans le mur et entrer dans sa propre forêt. Elle y va non pas avec une épée pour tuer, mais avec respect, pour faire connaissance. Elle apprend à parler la langue de ses bêtes, à comprendre leurs besoins, à les nourrir et non à les affamer. Elle n'essaie pas de les détruire, elle gagne leur loyauté. La véritable reine n'a pas peur de ses dragons, elle les attelle à son char. Et quand elle revient sur sa place centrale, elle est déjà différente. Son pouvoir ne repose plus sur l'approbation fragile des courtisans. Il s'appuie sur la loyauté indestructible de ses bêtes sauvages. Elle devient la souveraine non seulement de la place, mais de tout le royaume, et de la lumière, et de l'ombre. Son pouvoir devient authentique, absolu. Et voici maintenant le plus important. L'homme, rencontrant une telle femme reine, le ressent inconsciemment. Il sent qu'elle possède tout son monde. Elle ne cherche pas en lui la partie manquante d'elle-même, car il n'y a pas de partie manquante en elle. Elle est elle-même un univers achevé, plein de lumière et d'obscurité mystérieuse. Et c'est la forme d'attraction la plus élevée, la plus mature et la plus magnétique. Cette idée de la reine et de sa forêt sombre peut sembler majestueuse. Mais comment se manifeste-t-elle dans la vie ordinaire, entre les quatre murs d'un appartement ordinaire? Regardons l'histoire d'Amanda et Jake. Amanda était l'incarnation de l'attention. Son amour était un chef-d'œuvre de prévoyance. Elle ajustait son emploi du temps à Jake, préparait ses plats préférés, se souvenant de la quantité exacte de celle qu'il aimait. Elle connaissait les noms de tous ses collègues et était amie avec ses amis, même ceux qu'elle n'aimait pas. Elle était la gentille fille idéale, un havre de paix où il revenait après les tempêtes du monde extérieur. Mais Jake, étant dans ce havre, devenait de plus en plus passif et distant. Il prenait son attention comme acquise, comme l'air que l'on ne remarque que lorsqu'il manque. Leurs soirées se sont transformées en un rituel silencieux. Dîner, télévision, un baiser poli pour la nuit. Amanda sentait qu'elle se transformait en fantôme dans sa propre maison. Un soir, après que Jake ait de nouveau annulé leur rendez-vous pour rencontrer des amis, quelque chose à l'intérieur d'Amanda n'a pas crié, mais a doucement cliqué. Ce n'était pas de la rage, mais une fatigue froide et cristalline. Elle n'a pas pleuré ni écrit un message de colère. Au lieu de cela, elle s'est assise devant son ordinateur portable et a ouvert l'onglet qu'elle gardait depuis des mois. Cours de tango argentin pour débutants. Ses doigts volaient sur le clavier. Elle a payé tout le cours d'avance. Elle n'a pas demandé sa permission. Elle n'a pas prévenu. Elle a juste disparu de sa carte prévisible de la soirée. Quand elle est rentrée chez elle après minuit, Jake était assis sur le canapé, irrité et confus. Mais ce n'est pas son Amanda serviable et coupable qui est apparue dans l'embrasure de la porte. Une étrangère est entrée dans l'appartement. Les cheveux ébouriffés, le visage rougi, les yeux brillants, où ne flottait pas l'offense, mais l'excitation. Elle sentait le parfum d'un autre, le léger parfum masculin de son partenaire de danse et sa propre énergie. Elle n'a pas présenté d'excuses. Elle a juste jeté par-dessus son épaule « J'ai terriblement faim » et est allée à la cuisine, le laissant seul dans le silence. À ce moment-là, Jake l'a vu vraiment pour la première fois depuis de nombreux mois. Tout s'est réveillé en lui en même temps. Une piqûre de jalousie, de la curiosité, de l'anxiété et à sa propre surprise, une immense admiration. Son acte spontané et égoïste, son ombre, ne l'a pas repoussé. Au contraire, il a brisé ce mur de verre à travers lequel il l'a regardé. Il a vu non pas une fonction, mais une femme vivante et séparée, avec son propre monde, ses propres passions, son propre secret. Et il a désespérément voulu faire partie de ce monde. Ce soir-là, ce n'est pas la femme qui le servait qui est rentrée à la maison, mais la femme qui vivait. Et cet arôme de sa vie séparée et souveraine était plus enivrant pour lui que n'importe quel parfum. Et si vous pensez que ce n'est qu'une belle histoire, vous vous trompez. C'est une radiographie exacte de votre âme et de vos relations. Cette Amanda, c'est vous, et son tango argentin, c'est votre propre forêt interdite. C'est ce livre que vous rêvez d'écrire, mais que vous remettez à plus tard, parce que vous n'avez pas le temps. C'est ces vacances en solo où vous avez peur d'aller parce qu'il va s'ennuyer. C'est ce cours auquel vous ne vous inscrivez pas parce que l'argent est plus nécessaire pour autre chose. Chaque fois que vous réprimez votre « je veux » en faveur de « ce sera mieux pour lui »,
Vous trahissez votre Amanda intérieure. Vous l'enfermez dans la maison, la forçant à faire la vaisselle encore et encore, alors que son âme a soif de danser. Et voici pourquoi cela mène à la catastrophe. Carl Jung l'expliquerait ainsi. L'homme, étant à côté de la gentille fille, projette inconsciemment sur elle l'image de sa mère. Plus précisément, l'aspect infantile de son anima, son image féminine intérieure. Il ne vous voit pas la femme réelle, il voit une fonction. Il attend de vous des soins inconditionnels, de l'acceptation, un dîner chaud et un havre de paix, restant dans une position psychologique de fils. Vous essayez d'être la femme idéale pour lui, sans comprendre qu'il cherche inconsciemment en vous la mère idéale. Et on ne quitte pas sa mère pour une autre femme. On quitte sa mère pour la vie adulte, ou on reste avec elle pour toujours dans le rôle de l'éternel garçon. Mais quand une femme comme Amanda commet un acte d'égoïsme sacré, quand elle choisit son tango et non son confort, elle fait quelque chose d'incroyable. Elle brise cette projection. Elle arrache sa robe de mère d'un seul mouvement et se présente à lui dans une robe de danse. Elle cesse d'être maman. Elle devient égale, parfois dangereuse, toujours imprévisible. Elle devient l'autre. Et cela force l'homme à sortir du rôle de fils et à devenir un homme. Il ne peut plus la prendre pour acquise. Il doit reconquérir son attention, rivaliser avec ses intérêts, grandir pour correspondre à sa nouvelle énergie entière. Et c'est là que nous arrivons à l'essentiel. Voici ce que signifie réellement le casseur. Briser non pas sa personnalité, mais sa projection infantile sur vous. Briser la dynamique paralysante mère-fils et le forcer à grandir à côté de vous. Ce n'est pas un acte d'agression, c'est un acte d'amour suprême, envers soi-même et envers lui. Maintenant que nous voyons la mécanique cachée, il est temps de trouver le levier principal dans votre propre âme. Et pour cela, nous devons allumer une lanterne et entrer ensemble dans votre forêt sombre personnelle. Prenons une profonde inspiration. Et maintenant, je veux vous poser peut-être la question la plus importante de tout notre voyage d'aujourd'hui. Quelle qualité que vous aviez l'habitude de considérer comme mauvaise, égoïste ou non féminine en vous est en réalité votre force cachée et non réclamée? Pensez-y. Peut-être est-ce votre colère que vous craignez tant et réprimez. Et si ce n'était pas une force destructrice, mais un feu sacré qui vous est donné pour protéger vos limites? Et si votre colère était votre gardien le plus fidèle, qui est juste fatigué d'être enchaîné et aboie désespérément lorsque quelqu'un envahit votre territoire? Peut-être est-ce votre franchise, que vous cachez derrière des allusions polies et que d'autres appellent brusquerie? Et si ce n'était pas un manque de tact, mais le scalpel chirurgical de la vérité, votre allergie innée au mensonge et à l'ambiguïté? Vous essayez de soigner avec le poison lent des allusions là où votre nature exige de faire une seule coupure nette et guérissante. Ou votre désir d'être seul, que vous considérez comme de l'égoïsme et une trahison envers votre partenaire. Et si ce n'était pas une fuite de l'intimité, mais un besoin vital de votre âme de se connecter à sa source d'énergie intérieure? Vous essayez de l'abreuver avec une cruche presque vide, au lieu d'aller à votre puits et de vous remplir à ras-bord. Écrivez dans les commentaires quels traits de votre ombre vous êtes prête à commencer à accepter et à explorer. Et je vous demande de ne pas le faire pour moi, ni pour les algorithmes. Faites-le pour vous. Que ce soit votre premier acte de reconnaissance, votre première déclaration d'indépendance du rôle de la gentille ma-fille. Que ce soit votre premier contrat avec votre propre ombre, signé publiquement. Et puis, faites autre chose. Lisez ce que les autres écrivent, et vous verrez un miracle. Vous verrez que votre forêt sombre est peuplée des mêmes bêtes belles et fortes que les forêts de centaines d'autres femmes. Vous ressentirez un immense soulagement et une unité, comprenant que ce dont vous aviez honte est une source de force pour une autre. Créons ici, dans cet espace sous la vidéo, ce qui nous manque tant dans le monde réel. Un espace où être mauvaise signifie être entière. Lorsque vous regardez dans les commentaires votre ombre, vous ne voyez pas seulement ce que vous avez réprimé. Vous voyez la matière première de votre plus grande création. Dans l'Antiquité, on appelait cela le grand œuvre, l'alchimie de l'âme. Et ici, nous effectuons le renversement final et le plus important dans la perception. Votre sentiment d'impuissance n'est pas une malédiction. C'est votre professeur le plus fidèle et le plus impitoyable. Comme l'aiguille d'une boussole, il peut trembler et causer de la douleur,
mais il indique sans faute le seul point sur la carte de votre âme qui nécessite intégration et attention. Votre douleur est un système de navigation qui vous ramène à la maison, à vous-même. Dans le langage mystique de l'alchimie, il y avait le processus de transformation du plomb en or. Votre douleur, votre humiliation, votre jalousie, c'est le plomb. Et la plus grande erreur que vous puissiez commettre est d'essayer de vous en débarrasser, de le jeter, de faire comme s'il n'existait pas. L'alchimiste ne haïssait pas le plomb. Il y voyait de l'or endormi. Il comprenait que sans ce métal lourd, sombre et non noble, aucune transformation n'était possible. Il n'est pas nécessaire de se débarrasser de son plomb. Il faut commencer le processus de transformation. Chaque humiliation que vous avez avalée avec un sourire, c'est de la matière première. Chaque offense que vous avez enterrée sous une couche de « je comprends tout », c'est de la matière première. Chaque instant où vous n'avez pas été remarqué et vous avez fait semblant de ne pas vous en soucier, c'est de la matière première. Toute cette lourdeur, toute cette obscurité, ce sont les ingrédients nécessaires à la création de votre or. Et votre or, c'est votre valeur de soi indestructible. C'est cette connaissance intérieure de votre valeur qui ne dépend pas du regard des autres, ne nécessite pas de confirmation et ne peut être enlevée. C'est votre intégrité, votre soutien intérieur, votre souveraineté. Alors n'ayez pas peur du poids de votre douleur. Il ne prouve pas votre insignifiance. Il indique seulement avec précision la quantité de plomb que votre âme vous a donné à transformer en or pur et brillant. Et cette transformation alchimique ne commence pas dans des cornues et des éprouvettes, mais sur les pages blanches de votre journal, dans le silence de votre propre conscience. Maintenant, revenons aux 5 phrases par lesquelles nous avons commencé. Il est important de comprendre, ce ne sont pas des sorts que vous prononcez pour ensorceler l'homme. Elles sont le résultat naturel et organique de votre transformation intérieure. Elles sont la fumée qui apparaît inévitablement lorsque le feu de l'estime de soi s'allume en vous. Essayer de les utiliser sans travail intérieur, c'est comme essayer de démarrer une voiture de luxe sans moteur. Vous pouvez vous asseoir dans le bel habitacle, appuyer sur les pédales, tourner le volant, mais la voiture ne bougera pas. Parce qu'il n'y a pas de source d'énergie. Le moteur, c'est votre droit intérieur et inconditionnel à votre ombre. C'est votre permission d'être gênante, en colère, égoïste, franche. C'est votre décision de récupérer toutes les parties que vous avez un jour jugées mauvaises. Et il n'y a qu'une seule façon de démarrer ce moteur, par un dialogue honnête et impitoyable avec soi-même. Avant que votre voix n'acquiert de la force dans le monde extérieur, elle doit résonner sans peur ni censure dans le monde intérieur. Voici donc votre première tâche pratique. Commencez à tenir un journal, non pas pour de belles pensées, mais pour des pensées honnêtes. Chaque soir, posez ces questions à votre méchante fille intérieure, votre ombre, et notez les réponses sans les éditer. De quoi as-tu peur en réalité? Que désires-tu si fort que tu as même peur de te l'avouer? De quoi es-tu mortellement fatigué? Qu'est-ce qui te met vraiment en colère, enragé? Laissez-la parler. Laissez-la jurer, crier, se plaindre, exiger. Ne jugez pas, ne corrigez pas, ne lui dites pas « ce n'est pas permis ». Écoutez simplement. Soyez pour elle la seule personne au monde qui soit enfin prête à entendre sa vérité. C'est le début de l'intégration. C'est la première fois que la reine descend de son trône et va dans la forêt sombre, non pas pour faire la guerre, mais pour écouter. Et c'est de ce dialogue, de cette écoute sacrée, que naît la force authentique. Et lorsque vous commencerez ce dialogue intérieur, votre langage extérieur commencera inévitablement à changer. Il deviendra plus simple, plus honnête et incommensurablement plus fort. Regardons les 5 marqueurs de ce nouveau langage, 5 phrases qui ne sont pas une arme, mais une boussole indiquant votre intégrité retrouvée. Premièrement, la phrase des limites. Cela ne me convient pas. Ce n'est pas de l'agression ni un silence offensé. C'est une simple constatation de fait, presque sans émotion. Elle naît d'une compréhension intérieure profonde que votre confort, vos valeurs et votre temps sont tout aussi importants que les siens. La gentille fille soit endure en silence, soit explose. La femme entière informe simplement. Cette phrase n'est pas un mur que vous construisez, mais une borne que vous installez calmement à la frontière de votre royaume souverain. C'est le langage du respect de soi. Deuxièmement, la phrase du désir « je veux » au lieu de « peut-être pourrions-nous ». La gentille fille
demande toujours la permission pour ses désirs, les masquant sous des propositions timides. La femme entière déclare sa volonté. Cela ne signifie pas qu'elle n'est pas prête au dialogue, mais elle le commence par une déclaration honnête de son besoin. Cette phrase naît du contact direct avec ses véritables désirs, et non d'une tentative de deviner les siens ou de proposer un compromis qui est en réalité un sacrifice. C'est le langage de la force vitale. Le vivant veut toujours quelque chose. Troisièmement, la phrase de l'opinion « je pense différemment ». Ce n'est pas un défi à la discussion ni une tentative de prouver qu'elle a raison. C'est une affirmation calme de votre droit à votre propre vision du monde. La gentille fille craint les désaccords, car ils menacent la fusion. La femme entière comprend que l'intimité n'est possible qu'entre deux personnes distinctes. Cette phrase naît de votre autonomie intellectuelle, de la compréhension que votre vision du monde n'a pas besoin d'être une copie de la sienne. C'est le langage de la personnalité. La fonction n'a pas d'opinion, la personnalité, si. Quatrièmement, la phrase de l'autonomie « Merci, je vais m'en sortir seul ». Ce n'est pas un refus d'aide par fierté. C'est une démonstration de votre compétence et de votre force dans les domaines où vous êtes réellement compétente et forte. La gentille fille simule souvent la faiblesse pour permettre à l'homme de se sentir fort. La femme entière n'a pas peur de sa force et ne l'utilise pas pour humilier, mais la possède simplement. Cette phrase naît de la confiance en soi et en ses capacités, libérée du besoin infantile d'être sauvée. C'est le langage de la souveraineté. Cinquièmement, la phrase des conséquences. Si tu continues à faire cela, je serai obligé de faire ceci. C'est la phrase la plus difficile et la plus forte. Ce n'est pas un ultimatum ni un chantage. C'est une information honnête et adulte sur les conséquences de la violation de vos limites. Elle dit « Je respecte ta liberté de faire ce que tu veux, mais je me respecte aussi et je défendrai mon intégrité. » C'est le langage du pouvoir, non pas de la tyrannie, mais du pouvoir authentique et adulte sur sa propre vie. Et lorsque ces phrases deviendront non pas des répliques apprises par cœur, mais le prolongement naturel de votre essence, vous comprendrez la vérité principale de ce chemin. Comprenez l'essentiel. Votre tâche n'est pas de le casser. Votre tâche est de devenir si entière, si inébranlable dans votre estime de soi, si profondément connecté à votre force et à votre ombre, que votre présence même devient une norme de respect, d'honnêteté et de profondeur. À côté d'une telle femme, seul l'homme qui est prêt à voir en vous, non pas une fonction, non pas un objet de commodité, mais une femme égale, forte, parfois gênante, mais toujours vivante et réelle, pourra se tenir. Pas une maman qui fermera les yeux sur son infantilisme, mais une reine qui règne sur son royaume et l'invite à devenir roi à côté d'elle. Et c'est là que la magie opère. Vous ne le cassez pas. Vous créez une norme à laquelle il devra se hisser. Ou partir. Vous cessez d'être le sol que l'on peut piétiner et vous devenez la montagne sur laquelle on peut soit grimper, soit contourner. Et il n'y a pas de tragédie là-dedans. S'il se hisse, vous gagnerez un roi digne d'une reine à vos côtés. S'il part, il ne fera que libérer le trône à côté de vous pour celui qu'il est déjà. Dans n'importe lequel de ces résultats, c'est vous qui gagnez. Parce que le prix principal dans ce jeu, ce n'est pas lui. Le prix principal, c'est vous-même, ayant retrouvé votre royaume. Vous cessez d'être une question à laquelle il peut répondre oui ou non. Vous devenez une affirmation, un fait, une réalité. Et avec cette réalité, il devra soit composer, soit disparaître de votre champ de gravité. Arrêtons-nous un instant sur le sommet que nous avons atteint et regardons le chemin parcouru. Nous avons commencé par une question tactique, 5 phrases pour qu'il court après vous. Et nous sommes arrivés à la grande idée stratégique de l'intégrité. Vous cherchiez les clés de son cœur, et vous avez trouvé les clés de votre propre royaume. Et il s'est avéré que ce sont les seules clés dont vous ayez jamais eu besoin. Et voici l'idée principale que révèlent ces clés. La véritable attractivité n'est pas un ensemble de techniques. Ce n'est pas un jeu ni de la manipulation. C'est l'arôme de votre âme qui n'a pas peur de ces forêts sombres. C'est la lumière que vous émettez lorsque vous cessez de cacher votre ombre et lui permettez de devenir votre force. C'est cette musique intérieure qui commence à résonner lorsque vous acceptez tout votre orchestre, les violons et les tambours. Parce que les hommes, en fin de compte, ne courent pas après les méchantes filles, ils courent après les femmes vivantes.
Et la vie, ce n'est pas seulement la lumière. La vie, c'est la plénitude. C'est la lumière et l'ombre. C'est votre gentillesse et votre rage, votre capacité à pardonner et votre capacité à dire jamais, votre chaleur et votre glace. Être vivante, c'est être tout cela à la fois, sans s'excuser pour aucune de ces parties. Par conséquent, si vous ne voulez retenir qu'une seule pensée de tout notre voyage d'1 heure, que ce soit celle-ci, cessez d'être serviable. Commencez à être vivante. Et cette idée n'est pas seulement une belle philosophie, c'est une graine. Et si vous lui permettez de germer, votre journée de demain ne ressemblera plus à celle d'hier. Imaginez cette journée. Vous vous réveillez et la première pensée qui vous vient à l'esprit n'est pas « Que va-t-il penser ?» ou « Vais-je l'offenser ?» Mais la question silencieuse, claire et ne nécessitant pas de justification « Que veux-je aujourd'hui ?» Vous marchez dans la rue et votre démarche devient différente, plus légère, plus confiante. Parce que vous ne portez plus sur vos épaules le fardeau invisible mais écrasant des attentes des autres. Vous dites non sans longue arrière-goût de culpabilité, car vous comprenez, votre non aux autres est le oui le plus fort et le plus pur à vous-même. Vous dites oui à vos désirs sans crainte de paraître égoïste, car vous savez qu'une femme privée de désir n'est pas une sainte, mais une femme morte. Cela n'arrivera pas en un jour. Il y aura des reculs, il y aura des doutes. Les vieilles habitudes s'accrocheront à vous. Mais le voyage que vous avez commencé aujourd'hui, l'acte même de reconnaître votre ombre, a déjà changé la trajectoire. Et il vous mènera inévitablement à ce point, au point de votre force véritable, calme et indestructible. Et avant de terminer, je veux vous remercier. Merci d'avoir parcouru ce chemin avec moi jusqu'au bout. Merci de m'avoir fait confiance pour vous guider sur ces sentiers sombres, mais sacrés de votre âme. Cela demande un véritable courage, ce courage silencieux et intérieur que personne ne voit, de regarder son ombre au lieu de la fuir. Et vous devez savoir, vous n'avez pas simplement regardé une vidéo, vous avez commis un acte d'introspection. Vous avez fait un pas profond et important vers vous-même, et en faisant ce pas, vous avez cessé d'être une spectatrice solitaire. Maintenant, vous faites partie d'une communauté. La communauté de celles qui ne recherchent pas l'approbation, mais la vérité. Celles qui sont fatiguées des réponses superficielles et ont soif de profondeur. Celles qui construisent leur vie, non pas sur le sable mouvant des opinions des autres, mais sur le roc inébranlable de leur propre âme. Vous n'êtes pas seul dans cette quête. Bienvenue à la maison. Si ce voyage en profondeur a été précieux pour vous, et que vous sentez qu'il ne fait que commencer, abonnez-vous à cette chaîne. Ce n'est pas seulement un abonnement. C'est votre décision de choisir le chemin de la profondeur et non de la superficialité. Ici, nous ne donnons pas de réponses simples, mais nous cherchons ensemble des significations profondes. Nous n'offrons pas de pansements, nous apprenons ensemble à effectuer des opérations chirurgicales sur l'âme pour atteindre la source de la guérison. Cliquez sur la cloche pour ne pas manquer notre prochaine plongée. Chaque vidéo est un pas de plus dans les territoires inexplorés du psychisme, une autre carte pour votre voyage intérieur. Et si pendant cette conversation vous avez pensé à une femme, une amie, une sœur, une mère, à qui il vous semble vital d'entendre ces mots, s'il vous plaît, partagez cette vidéo avec elle. Parfois, nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes, mais nous pouvons devenir pour une autre personne celui qui a allumé la lumière au début du sentier. Soyez cette lumière. Et souvenez-vous, n'ayez pas peur de votre ombre. C'est en elle, dans son obscurité la plus épaisse, que se cache votre or.